Donc, un extrêmement bref rappel, mais qui n'est même pas nécessaire. Donc, le dénominateur commun, c'est le fer dans les noyaux gris centraux, principalement les palidomes. Grande hétérogénéité phénotypique et génotypique, et 15 gènes qu'on connaît à ce jour pour être responsable de NBIA. Donc, c'était ce dont on parlait tout à l'heure. On peut avoir des éléments d'orientation clinique ou paraclinique qui vont nous orienter vers un gène. Par exemple, l'image en œil de tigre oriente vraiment principalement vers PANC2, mais on retrouve des images en œil de tigre dans C19orf12, Quasi ou FTL. Donc, il n'y a rien de pathognomonique sur les éléments cliniques ou paracliniques pour les NBIA, d'où la place du panel que je vais vous détailler après. Donc, au CHU de Bordeaux, le panel il est en place depuis 2014. Antérieurement, c'était le séquençage des exons 3 et 4 de FTL ainsi que le séquençage de PANC2. Et donc, actuellement, on réalise le séquençage des 9 principaux gènes impliqués dans les NBIA que vous avez entourés en rouge sur le schéma. Donc, je reprends le petit camembert de tout à l'heure. On a pu réaliser un diagnostic pour 63 patients. Donc, je vais vous présenter du coup des présentations atypiques de NBIA qui sont atypiques pour plusieurs raisons. Vous verrez au fil des présentations, soit parce que le gène n'était pas celui auquel on aurait pu s'attendre avant de réaliser le diagnostic, soit parce que la présentation n'avait jamais été décrite et du coup était originale de ce fait. Donc, la neuroferritinopathie, c'est une NBIA c'est quasiment la seule NBIA de transmission autosomique dominante. Enfin, en tout cas, jusqu'à il y a quelques années, c'était la seule de transmission dominante. C'est lié à des mutations dans le gène FTL. Le début est principalement adulte, avec des éléments choréodystoniques, un syndrome extrapyramidal et des troubles cognitifs qui sont un peu plus tardifs dans l'évolution de la maladie. Et un des signes paracliniques qui peut orienter, c'est l'hypoferritinémie, qui n'est pas extrêmement abaissée, en général proche des limites de la normale, mais qui peut être un bon signe, un bon élément d'orientation diagnostique avant la réalisation du panel. Donc l'IRM cérébral des dépôts de fer, la cavitation putaminale que vous avez sur l'image de droite, et l'atrophie corticale et cérébelleuse qui est également fréquemment retrouvée. Donc, le cas que je vais vous présenter, c'est un cas du professeur Goiset. C'est un monsieur qui a débuté ses symptômes à l'âge de 27 ans par une dystonie focale du pied droit. Donc, la vidéo qui est en train de passer, elle est plus tardive dans l'évolution de sa maladie. Je vais vous la présenter. Donc, il a eu des symptômes vraiment très focaux initialement. Une dystonie qui était présente seulement au pied droit pendant plus de 15 ans quasiment. C'est resté focal. Et les symptômes se sont ensuite étendus avec une dystonie du membre supérieur droit, une dystonie axiale, des éléments choréiques qui sont également apparus et une dégradation cognitive qui est apparue dans un second temps. Et là, à l'âge de la vidéo, il avait 45 ans. Et vous allez voir ensuite la marche. Vous allez pouvoir apprécier que même avec l'évolution de la maladie, sa présentation clinique restait très asymétrique. On va voir sur la marche en tandem ensuite. Vous allez voir que les éléments prédominent quand même nettement sur l'hémicorps droit. Et je vais passer à la diapo suivante. Donc là, au niveau de l'IRM cérébral, initialement, les dépôts de fer étaient prédominants au niveau du pallidum gauche et ils se sont ensuite bilatéralisés. Il y a également une cavitation qui est apparue dans l'évolution de la maladie que vous pouvez voir. Si vous avez ma flèche là. Sur la coupe E. Il avait une hypoferritinémie, mais qui était peu marquée. Donc, elle était à 49 microgrammes par litre pour une norme basse du laboratoire qui était à 80. Et sur le plan génétique, il a été identifié une duplication qui aboutissait à un transcrit plus long que le transcrit de référence, ce qui est le type de variant fréquemment identifié dans le gène FTL. Donc, cette présentation, elle était atypique de par le côté extrêmement asymétrique et extrêmement focal des symptômes initiaux et la stabilité de ces symptômes focaux dans le temps avant qu'il y ait une généralisation. Donc, je vais continuer, ça va être dans la prolongation de la présentation de tout à l'heure, puisqu'on a déjà un petit peu abordé le MPAN, qui est lié au gène C19orf12. Jusqu'en 2017, il était établi que c'était de transmission autosomique récessive seulement. Le début est plutôt précoce dans la première décennie, avec des troubles de la marche, un déficit intellectuel et des troubles psychiatriques qui sont également fréquents. Les dépôts de fer donc dans les pallidomes. Et vous avez, donc c'est le zoom là, que vous avez ici, le signe de la lamina interne médulaire. Donc c'est le liseré d'hyperintensité que vous avez ici, qui est fréquemment retrouvé dans les MPAN, mais qui n'est pas pathognomonique des MPAN. On le retrouve également dans d'autres sous-types de NBIA.
l'atrophie corticale et cérébelleuse est fréquente. Donc l'histoire a commencé par une patiente adressée à l'âge de 15 ans qui avait eu des premiers symptômes neurologiques de type trouble de la marche autour de l'âge de 8 ans, mais qui avait un déficit intellectuel préexistant léger, un trouble anxieux, et donc qui à l'âge de 8 ans a commencé à avoir des troubles de la marche, mais un peu atypiques, qui avaient initialement été étiquetés comme psychogènes. L'électromyogramme était anormal puisqu'il a montré des tracés neurogènes de type atteinte de la corne antérieure. Et sur l'IRM, sur les coupes pondérées FFE, il y avait un hyposignal en T2. Et donc là, vous pouvez voir, alors, je ne sais pas si c'est assez, ça va être un peu petit, mais on voit le signe de la lamina intermédulaire ici qu'on retrouve également. Pour son père, les premiers symptômes sont apparus à l'âge de 34 ans par des troubles psychiatriques. Il avait également un examen neurologique anormal avec un syndrome extra-pyramidal. Son IRM a montré une atrophie cortico-sous-corticale importante et il s'est dégradé assez rapidement puisqu'il est devenu grabataire à l'âge de 50 ans. Il est devenu grabataire, assez rapidement et il est décédé à l'âge de 50 ans. Et pour lui, il y a eu une nécropsie qui a été effectuée et qui a retrouvé des corps de Lewy très nombreux sur la neuropathologie du cerveau, ainsi que des dépôts de fer dans les pallidomes. Donc pour lui, c'est le diagnostic de démence frontotemporale qui a été retenu. Et donc la question qui s'est posée, c'était de regrouper les maladies qu'avaient ce père et sa fille et d'essayer de savoir dans quel cadre nosologique on se situait. Est-ce qu'on était dans le cadre d'une démence frontotemporale SLA-like? Est-ce qu'on était dans le cadre d'une NBIA autosomique dominante? Sachant qu'à cette période-là, le seul type de NBIA autosomique dominante, c'était la neuroferritinopathie, ce qui ne collait pas du tout avec le tableau de la fille et puis du père assez peu aussi. Donc il y a eu de nombreux examens génétiques qui ont été réalisés chez cet enfant qui sont revenus négatifs. Et puis le panel NBIA a été réalisé et a mis en évidence un non-sens dans le gène C19orf12 présent à l'état hétérozygote. Et il est présent dans le dernier exon du gène C19orf12, dans le 3e exon. Ce variant a également été identifié chez le père à l'état mosaïque sur un morceau de cortex et de globus pallidum. Il était estimé à environ 20% sur ces prélèvements de cerveau. Donc la deuxième famille dont je vais vous parler, c'est une famille nancéenne avec une mère qui présentait un déficit intellectuel léger, qui a eu à l'âge de 39 ans des premiers symptômes neurologiques, qui avait des troubles de la marche, qui s'est rapidement aggravé également. Et donc même si l'IRM est de mauvaise qualité, vous voyez quand même les dépôts de fer très nets ici. Et elle a eu 3 enfants qui présentaient tous les 3 un déficit intellectuel ainsi que des troubles de la marche qui ont commencé dans la première décennie. Et pour les enfants pour lesquels l'IRM cérébral était disponible, ils avaient tous des dépôts de fer à type d'image en œil de tigre avec plus ou moins une atrophie corticale associée. Et pour cette famille, ce qui a été identifié également, c'est un non-sens dans l'exon 3 de C19orf12 aussi, à l'état hétérozygote, qui était présent à l'état de mosaïque chez la mère. Je finirai très rapidement par 2 cas diagnostiqués au CHU de Bordeaux, qui étaient 2 cas d'hommes qui ont débuté dans la 2e décennie par des troubles psychiatriques puis cognitifs associés à un syndrome extra-pyramidal et pyramidal, avec des dépôts de fer dans les noyaux gris centraux, et qui avaient tous les deux soit un non-sens dans l'exon 3 de C19orf12, soit un frame shift qui aboutissait à un codon stop dans l'exon 3. Donc, au total, ça permet d'avoir 8 patients avec des variants hétérozygotes. Et donc, parallèlement à la réalisation des diagnostics pour ces patients, il y a eu un article qui est sorti par une équipe milanaise qui faisait état d'un patient avec un variant hétérozygote dans C19orf12 avec une présentation clinique extrêmement classique. Et puis ensuite, il y a la grande équipe américaine qui a refait toute sa cohorte et qui a permis de décrire 2 familles et 3 patients indépendants qui avaient des variants hétérozygotes dans C19orf12, mais seulement avec des formes classiques. Il n'y a aucune forme atypique qui a été décrite dans la littérature à ce jour et la série qu'on a actuellement va être prochainement publiée. Je finirai très rapidement par un cas tardif de PELAN, dont on a parlé également tout à l'heure. Donc, les éléments cliniques vraiment pathognomoniques, c'est les symptômes cérébelleux avec l'atrophie cérébelleuse qui est constante à l'IRM, les dépôts de fer qui sont plus tardifs et plus progressifs. Et donc le patient qui a été adressé au CHU de Bordeaux, ses prélèvements ont été adressés, il avait 40 ans et ses premiers symptômes sont survenus à l'âge de 31 ans. Il avait des symptômes cérébelleux initialement qui se sont ensuite complétés, des dépôts de fer dans les pallidomes, dans la substance noire et les noyaux rouges,
ainsi qu'une atrophie cérébelleuse. Et on a identifié chez lui 2 variants, un faux sens récurrent et un variant d'épissage qui est associé, selon les logiciels de prédiction, à saut de l'exon 7. Donc cette présentation, elle est intéressante parce qu'elle est extrêmement tardive pour le PELAN. Le PELAN a un début extrêmement précoce dans l'enfance et les cas tardifs ont été très peu décrits. Quand on reprend les différents papiers, les symptômes débutent rarement au-delà de l'âge de 18-20 ans. Et donc lui, ses premiers symptômes ont débuté autour de l'âge de 30 ans. Et donc c'est un patient pour lequel on n'aurait pas pu suspecter avant la réalisation du panel que c'était PLAD-G6 qui était impliqué. On peut faire l'hypothèse qu'il y a un rôle hypomorphe de ce variant d'épissage, même si on n'a pas encore réalisé le séquençage de l'ARN messager. On devrait recevoir les prélèvements très prochainement. Donc, en conclusion, ça permet de mettre en évidence l'apport du panel dans ces formes atypiques. Ça permet également d'élargir le spectre phénotypique pour des maladies qui sont rares avec des fois peu de descriptions dans la littérature médicale. Ça permet de nuancer la pénétrance et l'expressivité des variants qui sont identifiés et également de discuter de la place et de l'exome et du génome après la réalisation du panel quand le panel est négatif. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Chloé. Impressionnant ces cas. Je me suis demandé, ceux qui sont très DFT, vous avez bien exclu aussi l'expansion Oui, C9 a été exclu. Oui, elle était exclue, j'étais trop rapide, je n'ai pas vu. Mais oui, très bien. Ouais. Non, mais c'était une question que je me suis posée. Et je voulais savoir, tu disais dans la neuropathologie du cas, c'était du fer ou est-ce que ça peut être autre chose que du fer qui s'accumule dans... Je sais que tu nous as raconté ce matin que c'était sûrement du fer, mais est-ce qu'il y a d'autres métaux qui sont associés à ce fer ou c'est vraiment du fer pur qui ça... Je crois que c'est que du fer. Alors je ne sais pas ce qui a été réalisé exactement au niveau neuropathologique pour ce cas. Je sais que c'est du fer qui a été décrit pour lui. Je n'ai pas connaissance d'autres dépôts de métaux dans les palétomes sur les analyses neuropathologiques. Ouais, je ne sais pas si ça a été fait. Est-ce que vous avez des questions sur ces cas assez extraordinaires, surtout les formes dominantes, là, qui sont quand même inquiétantes? Moi, j'en avais fait des DFT-SLA, en fait. Hein, voilà. Oui, c'est ça. C'était le diagnostic du papa qui était décédé, c'était DFT-SLA. Même s'il n'avait pas tous les critères électriques et cliniques de la SLA, il avait une atteinte du motoneurone qui était secondaire, qui était très très claire hein, sur l'électromyogramme. Et la jeune fille, étiquetée psychogène quand même pendant, j'ai dû l'avoir là avec 15 ans, donc ça doit remonter à 2005. Ah oui, c'est hein, neuf, elle est âgée, là, elle est en masse, en train de se grabatariser, ça fait 20 ans que je la connais. Ça faisait donc 7 ans qu'elle avait un diagnostic psychiatrique. Et c'était les troubles de la marche, et donc les premiers symptômes qui sont arrivés, c'était en lien avec cette atteinte du motoneurone, qui a précédé l'atteinte cognitive. Et j'ai une question sur le traitement éventuel de la FTL, puisqu'il y a des chelateurs de fer qui ont été testés. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Oui. Alors, la chélation conservatrice du fer, donc il y a plusieurs... celui qui a été testé, c'est la défériprone, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité pour l'instant. Après, sur la question de la temporalité de l'introduction, il y a quand même l'hypothèse qu'il est sûrement introduit un peu trop tardivement dans l'évolution de la maladie. Il y a d'autres chélateurs conservateurs du fer, qui sont les analogues de la sérotonine, qui sont en cours de développement, mais on est à des stades vraiment précliniques pour l'instant. Mais le modèle des chélateurs conservateurs du fer reste vraiment... garde toute sa place dans les NBIA. Oui, parce que pour FTL en tout cas, et peut-être pour cette forme-là de dominante, ça serait, parce qu'en présymptomatique j'en vois, qui sont malheureusement aussi parfois porteurs, et ça serait bien de savoir s'il y a des essais en cours sur ces chélateurs. En présymptomatique, hein, toujours. Alors, si j'ai bien compris, C9-OR72, c'est une forme à la base récessive. Alors, c'est C19-OR12. Non, c'est l'expansion. Voilà, c'est ça qui est... D'accord. Et pour les formes dominantes que vous décrivez, est-ce que vous avez cherché d'autres événements sur ce gène ? Sur C19-OR12 ? Ouais. Oui, il a été séquencé dans son intégralité. Avec les régions introniques, UTR et... Vous parlez pour les différents cas autosomiques dominants ? Oui, ils ont été bien séquencés. Ouais. Ok, d'accord, merci.